Madame le ministre, votre nom est inscrit dans les arcanes de l'université de Clermont-Ferrand en France. Mais avant de s'envoler pour l'Hexagone, c'est en Côte d'Ivoire que vous avez décroché une maîtrise en droit des affaires à l'École supérieure de droit d'Abidjan en 2003. Direction la France, justement. Master 2 en droit de l'entreprise un an plus tard. Celui-ci sera couvert par un diplôme universitaire entre 2005 et 2006 en comptabilité, fiscalité et gestion. Vous êtes juriste, madame. De retour au pays, vous passez consultante Tax and Legal Services au cabinet PricewaterhouseCoopers, précisément en qualité de conseil juridique et fiscal. Au sein de cette boîte, vous participez à la réalisation d'audits fiscaux portant principalement sur l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, la retenue à la source de 10%, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Tout cela entre octobre 2006 et décembre 2008. Juin 2009, responsable juridique chez Azur Gabon. Dans cette maison de téléphonie mobile, vous avez fini aux fonctions de directrice administrative et juridique pendant 3 ans, de 2014 à 2017, avant votre entrée au gouvernement le 21 août 2017, en qualité de ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national le 4 mai 2018, ministre des PME et de l'Artisanat le 28 juillet de la même année. Janvier 2019, retour au ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national. Le 11 juillet 2019, vous êtes nommé conseiller spécial, chargé de mission du président de la République. Et depuis le 2 décembre 2019, vous êtes ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Et voici face à vous avec Carmen Dao. Madame la ministre. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame le ministre, bienvenue. Bonsoir Monsieur Manjo. Marielle, bonsoir Madame Biogou. Merci de me recevoir. Bonsoir Madame le ministre, bonsoir et même Anix. Oui, on est très content de vous recevoir Madame le ministre. Le Gabon est logé dans le dernier carreau du dernier rapport de Doing Business. Sommes-nous un pays à risque pour les investisseurs, Madame le ministre? Eh bien, je dirais que depuis plusieurs années, notre pays est engagé dans une dynamique de réforme dans de nombreux secteurs d'activité. Et en ce qui concerne le secteur de l'investissement, c'est des réformes pour améliorer notre environnement des affaires, pour attirer les investissements, pour faciliter l'investissement. Et c'est dans ce cadre que nous sommes engagés dans 2 axes importants, 2 rapports importants, le Doing Business et le Haut Conseil pour l'investissement. Oui, je vous donne le programme, Madame la ministre. C'est juste une question d'entrée. De ce numéro de face à vous, en première partie, ce sera l'échange avec Marielle. Donc, on aura les réformes, justement, vous faites bien d'en parler. Après les réformes, on parlera de la promotion des investissements, du plan d'accélération de la transformation et le développement des entreprises. En troisième axe, ce sera donc le Gabon et la zone de libre-échange continentale africaine, attractivité, climat des affaires. Après, on passera à la seconde partie réservée au face-à-face, mais avant, vous prendrez les questions de vos compatriotes. Vous êtes prête, Madame le ministre? Eh bien, prête et ravie de pouvoir répondre aux préoccupations de mes concitoyens. Tout comme Marielle aussi est prête à vous poser plusieurs questions. Bien sûr, Manix. Allez, c'est parti, face à vous. Madame le ministre, quelles sont les principales politiques publiques que vous avez réussi à implémenter et qui profitent aux Gabonais? Eh bien, il faut dire qu'au niveau du ministère en charge de la promotion de l'investissement, nous travaillons à 2 niveaux. Oui. Au niveau de l'amélioration du cadre de l'investissement, c'est-à-dire quelle est la réglementation qui encadre l'investissement, et au niveau du climat des affaires. Est-ce facile ou non de faire des affaires? Est-ce que lorsqu'on va faire des affaires, ça va être rapide? Est-ce qu'il y aura beaucoup de formalités? Donc, c'est le cadre d'investissement et le climat des affaires. Et sur ces 2 axes, un certain nombre de politiques publiques ont été mises en place pour finalité, je l'ai dit à l'entame de mon propos, attirer les investissements et faciliter l'investissement. Une fois qu'on a dit ça, ça nous ramène à des programmes précis, des programmes clés. C'est pour le cadre de notre investissement, travailler à la mise en place d'un code de l'investissement qui fait d'abord l'objet des travaux de notre task force, la task force dédiée à la promotion d'investissement, mais aussi au niveau du climat des affaires, c'est travailler sur des indices, le Doing Business et le Haut Conseil pour l'investissement, pour
je dirais, améliorer notre environnement des affaires. Et justement, Madame le ministre, puisque vous parlez du Haut Conseil pour l'investissement, on reste dans la partie des réformes. Le président de la République a mis en place cet outil afin de faciliter le dialogue public-privé. Est-ce que vous pensez que toutes vos réformes, qui ont certainement un impact sur le secteur privé, tiennent compte des dispositions de ce décret-là, le décret 72, je pense bien, qui indique clairement l'implication du secteur privé? Eh bien, nous venons aujourd'hui de relancer le dialogue public-privé. Il n'y a pas longtemps, nous avons lancé le comité de suivi avec pour objectif de faire l'état des lieux, l'état d'avancement des réformes qui avaient été arrêtées conjointement. Parce que il faut peut-être dire qu'est-ce que ce Haut Conseil pour l'investissement. C'est une plateforme de dialogue public-privé qui a été initiée par le chef de l'État en 2017 afin de pouvoir ensemble arrêter les réformes nécessaires, avoir un environnement favorable aux affaires. Donc, il y avait un certain nombre de réformes qui avaient été mises en œuvre. Et aujourd'hui, dans le cadre de la task force sur la réforme du cadre des affaires, il est question de relancer ce dialogue public-privé pour poursuivre la mise en œuvre des réformes. Vous l'avez programmé pour quand, Madame le ministre? Alors, nous avons déjà eu le comité de suivi qui est là pour préparer justement. Le comité de suivi, c'est déjà chacune des administrations publiques qui vient faire l'état des réformes qui devaient être implémentées dans leur administration sectorielle et qui a pour objet de de préparer, autant pour moi, la rencontre avec le Premier ministre, qui est prévue pour le mois d'août et qui va permettre de préparer la rencontre avec le secteur privé afin de faire l'état des lieux de ces réformes. Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé, et de regarder ensemble les axes d'amélioration par rapport au contexte du plan d'accélération de la transformation. Madame le ministre, aujourd'hui, le Gabon dispose d'un guichet numérique de l'investissement. En effet, quel est l'intérêt de ce changement? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et nos administrations ne doivent pas être en reste. Et aujourd'hui, nous sommes, dans le cadre de notre politique publique, emmenés à dématérialiser nos procédures administratives, encourager les usagers à utiliser des canaux numériques et surtout aussi réduire le nombre d'intervenants entre les opérateurs et les usagers, avec pour objectif de rendre nos administrations, vous l'avez compris, plus opérationnelles, plus performantes. Donc l'objet du guichet numérique de l'investissement, c'est faciliter, en ce qui concerne l'Agence nationale de la promotion de l'investissement, faciliter la création des entreprises. Combien d'entreprises ont déjà été créées, Madame la ministre? Alors aujourd'hui, grâce au guichet numérique de l'investissement, il faut le dire, nous avons la possibilité de disposer de statistiques. D'accord. Donc si vous allez sur la page du GNI, vous verrez au jour le jour, nous publions ces statistiques. Nous avons, sur les 12 derniers mois, 7146 entreprises qui ont été créées. Pas mal. Alors, Madame la ministre, à propos des zones économiques spéciales, on est passé de ZERP à ZIS, zone industrielle spéciale. Les entreprises ont donc désormais le choix d'être entreprises de la zone franche ou entreprises industrielles. Expliquez-nous ce changement, Madame la ministre. Pourquoi ce changement? Parler des zones d'investissement spéciales, c'est parler d'un outil important pour la promotion des investissements. Juste peut-être le rappeler, lorsqu'un investisseur arrive dans un pays, il aimerait trouver un espace viabilisé, aménagé, un foncier disponible et sécurisé, avec toute la logistique qui permet facilement de faire ses activités industrielles ou d'exportation. C'est l'objectif de ces zones des investissements. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est de les rendre davantage performantes, de les sectorialiser. Nous avons vu aujourd'hui les zones agricoles à forte productivité, qui sont ce type de zones, pour permettre aussi des activités agricoles à fort rendement. Nous avons au niveau de Lambaréné une nouvelle zone aussi économique qui vient d'être créée pour encore permettre de poursuivre l'activité de transformation du bois. C'est ça qu'il faut retenir. Ces zones permettent d'atteindre nos objectifs d'industrialisation qui vont nous permettre de générer de la richesse et de l'emploi. Vous parlez bien de la zone économique d'Icolo qui vient de passer en Conseil des ministres. Voilà. On va poursuivre, Marielle? On va poursuivre, Manix. Madame le ministre, il y a certains de vos collègues, c'est vrai que vous avez dit que vous êtes actuellement en train de travailler pour voir quelles sont les réformes qui ont été implémentées, quelles sont celles qui ne l'ont pas été. Mais est-ce que dans la conception de ces réformes, vous êtes vous-même impliqué parce que vous avez quand même un rôle assez primordial dans la prise de décision concernant les réformes au niveau de notre pays? Est-ce que ce n'est pas un peu de votre responsabilité de suivre ces réformes? Alors, il faut dire que le ministère de la promotion des investissements a comme mission de travailler à développer des stratégies pour faciliter l'investissement
et surtout aussi faire le suivi. Donc on peut parler plutôt en termes de suivi, D'accord. de mise en œuvre de ces réformes qui sont adoptées, soit dans le cadre du Doing Business, j'espère qu'on reviendra dessus parce qu'il y a des très bonnes choses qui ont été faites, Oui. soit dans le cadre du Haut Conseil pour l'investissement. Ce sont aussi des réformes. Donc le rôle, c'est de faire le suivi pour être sûr qu'elles soient implémentées, pour être sûr qu'elles soient mises en œuvre et travailler avec les administrations sectorielles concernées, parce que vous faites bien de le rappeler, ce sont les administrations concernées qui mettent en œuvre les réformes. Nous travaillons avec elles pour les aider, pour identifier les réformes nécessaires avec le secteur privé pour, comme je le disais tantôt, améliorer l'environnement des affaires. On arrive au deuxième axe de notre discussion, promotion des investissements, plan d'accélération de la transformation et développement des entreprises. Vous avez déjà signalé que vous avez une task force dans le cadre du PAT, mais la Banque mondiale dit que 70% des nouveaux investissements sont du fait des entreprises déjà installées sur le territoire. Or, récemment, vous étiez en Russie avec votre collègue du commerce pour aguicher, on va dire, les investisseurs russes. On aimerait bien savoir ce qu'ils ont pensé de vos exposés, comment est-ce qu'ils ont trouvé le climat des affaires au Gabon, est-ce qu'ils ont été intéressés pour venir? Eh bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la destination Gabon est attractive. La preuve en est que lors de ce déplacement, nous avons vu l'intérêt pour les investisseurs étrangers de pouvoir investir au Gabon. Notre potentiel, il est connu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'accélération de la transformation de l'économie. Pour la parenthèse de la Russie, il faut dire qu'ils sont intéressés, que ce soit le secteur minier, le secteur pétrolier ou le secteur de l'agro-industrie. Donc il y a réellement un intérêt des investisseurs étrangers, mais il n'y a pas que la Russie. Nous, au niveau de l'Agence nationale de la promotion d'investissement, nous voyons un retour progressif des investisseurs sur nos secteurs prioritaires. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la destination Gabon est attractive. En termes d'IDE, nos IDE, les investissements directs étrangers, contribuent de manière significative à notre PIB. Quels chiffres, Madame le Ministre? Alors les chiffres que je peux vous donner, par exemple pour 2019, autant pour moi, on parle de 9,2% de contribution dans notre PIB, quand la moyenne mondiale elle est de environ 4%. Et il faut dire que depuis 2016 à 2019, nous sommes en hausse constante au niveau des IDE. Ça veut dire que vous avez un tableau de bord des investisseurs, Madame la Ministre, aujourd'hui? Nous travaillons dans le cadre du... Vous les suivez, oui? Oui, nous avons le TB Invest au niveau du ministère de la promotion d'investissement où nous recensons les investisseurs qui arrivent. Et c'est pour ça que je disais que depuis 2021, on assiste à une reprise progressive des investisseurs. C'est parce que nous les voyons arriver, nous les recevons. Et ça, c'est un signe encourageant de voir qu'il y a une augmentation du flux d'investissement, d'une reprise des investissements après la période 2020 de Covid. Oui. Alors on dit beaucoup que le Gabon est une terre d'opportunités, un pays attractif pour les affaires, mais est-ce que vous avez les arguments? C'est vrai que vous nous dites qu'on assiste à un retour des investisseurs, mais ce n'est pas toujours ce que les notations font savoir par rapport à, on disait déjà à l'entame de notre propos, Doing Business, carreau, et il y a eu beaucoup d'autres notations qui notent le Gabon quand même assez mal. Comment ça s'explique? Comment on explique ce fossé entre le fait que le Gabon soit une terre attractive pour les affaires, mais en revanche, en termes de notation, on n'est pas toujours assez bien coté? Déjà, j'aimerais dire que depuis 2017, nous sommes inscrits dans une dynamique constante de réformes. Oui. Et les réformes, elles mettent du temps à être implémentées et parfois elles ne sont pas visibles de suite. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, vous parliez de Doing Business, 169e sur 190 pays. Ce qui est sûr, c'est un classement... C'est pas reluisant, Madame la Ministre. C'est un classement qui est en deçà de nos attentes et de notre potentiel. Et c'est pour cette raison que nous avons travaillé à l'accélération de mise en œuvre des réformes. Nous avons présenté une feuille de route ambitieuse de réformes qui peuvent améliorer notre positionnement. Pour combien de réformes, Madame la Ministre? Alors déjà, nous avons pu présenter lors du lancement de la Task Force sur le cadre des affaires 13 réformes sur lesquelles les administrations ont travaillé de la période 2019 et 2020, des réformes assez significatives qui ont fait l'objet d'une présentation aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. Et ce sont des réformes, si vous voulez, on peut en citer quelques-unes qui ont vraiment impacté, je peux dire, le quotidien de nos opérateurs économiques. On parlait du GNI. C'est une réforme importante. Guichet numérique d'investissement. Exactement, parce que le Doing Business, c'est quoi? C'est tout simplement améliorer et faciliter les procédures administratives que les opérateurs économiques sont
au quotidien amenés à effectuer depuis la création de l'entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise. Et donc, il y a un certain nombre d'indicateurs. Et l'objectif pour nous, c'est réduire le temps, donc le délai de ces procédures, le nombre de ces procédures et les coûts. À chaque fois que nous travaillons à réduire les délais, les coûts et les procédures, on facilite l'investissement. Oui. Et on parlait de l'indicateur création d'entreprise, on a parlé du génie tout à l'heure, ça c'est un exemple concret. Et les statistiques nous ont permis aussi de voir que sur les 7146 entreprises créées, on en parlait, on voit que on va dire les trois quarts de ces entreprises l'ont été, on va dire 60% ont été créés par des Gabonais. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose d'intéressant. On voit que les Gabonais créent de plus en plus d'entreprises. Madame le ministre, est-ce que votre département a également vocation de suivre les projets entamés, notamment celui de la baie des Rois? Les Gabonais se posent des questions à quel niveau nous en sommes, puisqu'il avait été financé en son temps par le Fonds gabonais d'investissement stratégique. On est tombé dans un appel d'offres pour la construction d'un immeuble à 4 étages. 4 étages, Madame le ministre, qu'est-ce que ça représente exactement? Alors c'est vrai qu'il y a une task force dédiée sur la relance des chantiers à l'arrêt qui suit ces questions de très près et qui a justement pour objectif de reprendre tous les chantiers à l'arrêt, dont celui de la baie des Rois. À partir de quand? Je pense que c'est un projet, d'après mes informations, qui avance très bien. Et aujourd'hui, c'est de lancer l'appel d'offres pour trouver donc les personnes qui vont commencer à installer des bâtiments. Il y a déjà un appel d'offres pour un bâtiment à 4 étages sur un gros espace. Il y a aussi le projet de construction du nouvel aéroport confié à G16 Airport, Madame le ministre. Est-ce que vous le suivez, puisqu'il a été confié à une entreprise, un investisseur qui est déjà sur place? Alors, c'est un projet qui est en PPP. Oui. Donc, c'est un projet qui est suivi par G16 Airport. Exactement. Oui. Donc, c'est un projet qui est en cours. Donc, nous, au niveau du ministère, nous aidons à la contractualisation de ces projets, mais ce sont des projets qui sont gérés dans le cadre de partenariats public-privé. Donc oui, effectivement, nous travaillons avec ces partenaires-là, notamment dans le suivi de ces projets. Madame le ministre, dans les zones économiques à régime privilégié, on a l'impression qu'il y a plus d'étrangers. D'ailleurs, vous indiquiez que les investissements directs étrangers représentent 9% du PIB au niveau national. Mais qu'en est-il des Gabonais? Comment on incite les Gabonais à s'y installer dans ces aires-là? Alors déjà, au niveau de la zone économique spéciale, dont l'emploi salarié, il y a plus de Gabonais que d'étrangers. Ça, c'est pour les emplois, mais pour les entreprises, pour les détenteurs d'entreprises, on favorise beaucoup plus les investisseurs étrangers. Madame. Il faut dire qu'au niveau de la zone économique spéciale, ce n'est pas très connu, nous avons un cluster bois. Donc nous avons un espace qui est réservé aux PME gabonaises. La condition simplement, c'est qu'elles aillent jusqu'à la 3e transformation. Mais est-ce qu'il n'y a que le bois qu'on peut faire à la zone économique de Nkok? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, si moi je transforme les fruits en confiture, je ne peux pas m'y installer? Alors c'est une zone aujourd'hui qui est vouée à, on va dire, une industrialisation de masse. Donc c'est vrai que le profil d'industriels qu'on aura, c'est des industriels qui ont, on va dire, de gros industriels, parce que l'objectif aussi, c'est une zone qui est dédiée d'abord à l'exportation. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons développé des espaces, je le disais, pour l'instant, pour le secteur bois. Il y a un cluster bois pour accueillir la PME, mais c'est tout à fait possible aujourd'hui d'envisager que nous puissions avoir d'autres secteurs. Au niveau de la zone économique de Nkok, il n'y a pas que le secteur bois. Est-ce que dans le cadre du PAT, vous avez envisagé d'autres secteurs que vous avez déjà ciblés? Alors le PAT, c'est des secteurs prioritaires qui ont été identifiés. On a parlé du secteur de l'agro-industrie, du secteur forêt-bois, du secteur minier. Donc nous concentrons nos efforts sur ces secteurs prioritaires. Et beaucoup de ces secteurs sont présents dans la zone économique. Madame le ministre, pour finir, qu'est-ce qui ferait qu'un investisseur choisisse le Gabon plutôt qu'un autre pays? Déjà, on peut dire que, on l'a vu, le Gabon est une destination attractive. Les chiffres le montrent. Aujourd'hui, c'est de dire que nous travaillons à faciliter le cadre d'investissement. Nous travaillons sur un code d'investissement qui va sécuriser le cadre juridique au niveau de l'investissement. C'est déjà un message à passer. Et aussi de dire que nous sommes engagés aussi, que ce soit dans le cadre du Doing Business ou le Conseil pour l'investissement, à travailler à améliorer notre cadre réglementaire des affaires. Et ça, c'est aussi important de le dire.
D'accord. Merci Madame la Ministre. On va prendre les questions de vos compatriotes. Vous allez y répondre lorsqu'on reviendra sur le plateau. Allez, les questions des populations. Madame le ministre, pour la promotion des investissements privés, Madame Carmen Dao, ma question était de savoir quels sont y a-t-il des secteurs privilégiés concernant les PPP? Ça, c'est la première question. 2. Quelles sont les conditions pour y prétendre à ces PPP? 2. Dans le cas où, par exemple, une fédération professionnelle locale serait intéressée par un secteur bien défini, est-ce qu'il y a des mécanismes d'accompagnement pour ces derniers auprès des ministères pour pouvoir justement leur permettre de s'investir dans la promotion des investissements locaux? Concernant des personnes qui ont des entreprises en ligne sur Internet, ma question est la suivante. Quelles sont les démarches? Comment est-ce que cette société va faire pour avoir ses papiers, pour être régularisée comme une entreprise physique? Madame le ministre, vous les avez écoutés, vos compatriotes. Déjà, quels sont les secteurs privilégiés pour les partenariats publics-privés? Alors déjà, il faut dire que concernant les PPP, c'est depuis 2016 que nous avons pu avoir un cadre réglementaire justement qui régit les partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés, c'est un contrat administratif entre l'État ou une entité publique et un promoteur privé pour accomplir un service public, tout ou partie d'un service public, que ce soit depuis la conception, la réalisation, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure publique. Donc ça, c'est notre cadre de partenariat public-privé. Ça veut dire qu'il faudrait effectivement que si l'État qui recourt au PPP, en général, c'est souvent, on l'a dit, un service public, une infrastructure publique, si lorsqu'elle veut réaliser une infrastructure, souvent qui sont des infrastructures assez importantes, lorsqu'elle va prospecter, si elle trouve un promoteur privé qui va pouvoir répondre à ses capacités, à ce moment-là, il y a un dialogue, il y a un échange. Donc il faudrait aussi que le partenaire privé puisse avoir la technicité. Remplir certaines conditions, voilà, des conditions. Expliquer quelles sont ces conditions? Eh bien, tout dépend du service public qu'on veut réaliser. Et lorsqu'on regarde, pour prendre un exemple concret, nous avons récemment passé un PPP pour la construction d'un barrage hydroélectrique. C'est 117 milliards de francs CFA, c'est des gros montants. Et dans le PPP, c'est le promoteur qui assure le financement. Donc vous voyez que déjà, il faudrait que ce soit des projets infrastructurels importants. Il faudrait que le promoteur puisse lever des financements et avoir la technicité et l'expertise pour réaliser ce type d'ouvrage. Donc ça, c'est quand même très important à savoir. Est-ce que les Gabonais peuvent prétendre, les entrepreneurs gabonais peuvent prétendre donc au PPP? Oui, ça c'est le cas générique. Après, il y a des services publics qui peuvent être moins importants. Donc tout dépend au fait de la demande de l'État dans le cadre de son programme d'investissement. Autre question, quelles sont les conditions pour transformer son entreprise qui est en ligne en entreprise physique? Alors je pense que c'est une question qui va vraiment connaître, je peux dire, un dénouement heureux avec la loi sur les transactions électroniques, parce que c'est un secteur aujourd'hui qui a un déficit de réglementation. Mais aujourd'hui, avec la promulgation qu'on attend de cette loi sur les transactions électroniques, ça va donner plus de possibilités à ces personnes-là. Sinon, ce qu'on leur demande, c'est de créer tout simplement leur entreprise commerciale au niveau de l'agence. Oui, aujourd'hui, c'est toujours possible en 48 heures de créer son entreprise, Madame le ministre. C'était même 24 heures, Madame le ministre, avant. Oui. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des délais fixes. On a des délais moyens de 3 jours aujourd'hui pour les Pourquoi on n'a pas pu garder le standard de 24 heures? Alors, il y a des fois, on a les 24 heures. La problématique aujourd'hui, c'est que dans le cadre de la création d'entreprise, il y a plusieurs administrations qui interviennent, chacune avec ses systèmes d'exploitation, certaines parfois avec, à un moment donné ou autre, des difficultés ou une grève, etc. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'arriver à fixer ces délais. Et c'est pour cette raison que nous avons déjà commencé à travailler sur la dématérialisation de ces procédures pour pouvoir encore lever un certain nombre d'écueils et faciliter la création en ligne. Donc, je peux dire que nous nous attelons
à faire en sorte que ces délais qui sont atteignables puissent rester fixes. Et il y avait quelque chose d'intéressant pendant la crise sanitaire, c'est qu'on avait la possibilité d'ouvrir l'entreprise en ligne. Mais il s'avère que lorsqu'on ouvrait cette entreprise en ligne, on avait du mal à récupérer les documents au niveau de l'ANPI. Pourquoi? Eh bien, comme toute nouvelle technologie, les technologies novatrices... Est-ce que ça a été un échec, Madame la Ministre? Alors, pour nous, nous avons eu, comme toute nouvelle technologie, des difficultés, mais sur plusieurs ordres, hein, que ce soit sur le plan technique, parce que vous avez un nouvel outil, que ce soit sur le plan des administrations, parce que aussi on est dans des administrations qui changent. C'est un changement de paradigme, leur manière de travailler. On ne travaille plus sur le support physique, on passe en ligne. Aussi, Madame la Ministre. Donc, il y a un tas de facteurs, en fait. Finalement, est-ce que ce n'est pas pourquoi ces réformes, lorsqu'elles sont présentées au Doing Business, elles ne fonctionnent pas, puisque déjà, pour être implémentées sur le terrain, elles ont du mal à tenir dans la durée? Alors, déjà, est-ce qu'il faut dire que le guichet numérique de l'investissement est une réforme, on peut dire, révolutionnaire? Tout simplement. Oui, il faut l'admettre, oui. Lorsqu'on regarde les délais qu'on avait de création au début de 30-40 jours, aujourd'hui on est 3-5 jours, avec plus de 85% de problèmes ou de problématiques qui ont été résolus. Je crois que c'est très important. Nous étions dans une phase pilote. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'évaluation. Maintenant, en ce qui concerne le Doing Business, c'est la perception du secteur privé. Une réforme, elle peut être implémentée, mais ne pas encore être perceptible, parce qu'il faut un certain délai d'implémentation. Il faut que les retours aussi soient positifs. Donc, on peut effectivement travailler une réforme, mais sur le plan du positionnement, elle peut ne pas être encore visible maintenant, mais elle le sera certainement. Madame la Ministre, est-ce qu'il existe des pôles de l'ANPI en province? On ne crée pas des entreprises qu'à Libreville. Oui, alors déjà les trois cas des entreprises, quand on regarde un peu notre carte géographique, c'est au niveau de Libreville. Maintenant, nous avons 6 agences, dont certaines ont une compétence sur 2 provinces. Donc nous sommes bien présents sur l'ensemble du territoire. Ce ne sont que des caravanes, ils ne sont pas installés définitivement en province, non? Pas encore? Ah si, on a des bureaux, on a des bureaux provinciaux, on a 6 agences à l'intérieur du pays. Merci Madame le Ministre, on va passer à la deuxième partie, le face-à-face avec un contradicteur. Vous allez le découvrir avec moi sur le plateau. Marielle va nous quitter, merci Marielle. Merci Mémanix, merci Madame le Ministre. Bonsoir, Monsieur Thierry Ngomo, bienvenue. Oui, bonsoir, merci. Vous êtes architecte, directeur général du cabinet Archipro International, cabinet d'études architecture et ingénierie bâtiment, vice-président de l'organisation patronale gabonaise, l'OPG, oui. Et ancien président de l'Ordre gabonais des architectes. C'est ça. Vous êtes sur le plateau de face à vous, on est ravis. Vous avez en face de vous, Madame le ministre de la promotion de l'investissement. Vous avez suivi la première partie avec beaucoup d'intérêt. Vous avez donc plusieurs questions à lui poser. Le débat est ouvert, c'est un face-à-face. Naturellement. Bonsoir Madame la ministre. Bonjour, je suis bien content de discuter avec vous. Je vais vous faire état d'un contexte réel. Et par rapport à ça, vous allez me dire quelles sont les actions qui sont menées pour régler ces problématiques-là. Par exemple, vous savez que nous avons une économie qui est entièrement phagocytée par les intérêts étrangers. Cela se voit, cela se dit. Tout à l'heure d'ailleurs, une remarque a été faite là-dessus. Exactement. Nous avons également une absence criarde d'hommes et de femmes d'affaires gabonais. Quand je dis gabonais, je parle vraiment des gabono-gabonais, pas des hommes et femmes d'affaires qui prennent des patrimoines gabonais et qui sont partagés entre 2 pays. Nous avons également un secteur formel qui est très important. D'ailleurs, depuis très longtemps, on lutte contre ce secteur informel-là, sans pour autant avoir, on va dire, des résultats probants. Nous avons également une chambre de commerce, que vous connaissez, qui est dans une léthargie regrettable, depuis maintenant à peu près une demi-douzaine d'années. Il y a également l'absence d'une banque de développement, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on essaie d'appuyer tous les efforts financiers sur les banques commerciales. Et on a un problème avec l'éducation et la formation. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'éducation financière. On ne voit pas du tout le gouvernement aller dans ce sens-là. Et on est toujours dans un sempiternel problème d'adéquation formation-emploi qui date depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, et si on s'arrêtait sur cette première partie de votre présentation d'un tableau qui n'est pas du tout reluisant? Il reste deux points, parce que je veux bien quel est entièrement ce contexte-là. Vous pouvez aller alors, allez-y. Alors, il y a également le fait qu'on a une monnaie. On a une monnaie qui est le franc CFA. Cette monnaie, il faut le dire, ça nous rend non compétitifs en export. D'ailleurs, notre balance commerciale est systématiquement déficitaire, surtout pour ce qui est des produits manufacturés. Et puis, c'est prohibitif en import, c'est-à-dire on achète beaucoup plus cher. Alors, par rapport à ça, d'ailleurs, il serait intéressant de savoir quelle est votre réaction lorsqu'on sait que
dans tous les pays qui utilisent le franc CFA, aucun pays n'est classé parmi les pays performants économiquement. Et un dernier point, c'est que moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt également le rapport sur le bilan Doing Business, c'est cela? Pas Doing Business, non, mais c'est encore autre chose. Mais le rapport de Maïs Moussi et Harold Leka, qui sont quand même des économistes gabonais, qui font des choses intéresnessantes, et qui ont apporté une critique sur le bilan de réalisation du gouvernement depuis la première année de magistère de Mme Christiane Moussouka Laponda. Et vous êtes classé 7% pour ce qui est des promotions d'investissement. 7% de réalisation sur une année. Alors, je ne vais pas paraphraser un député honorable. Peut-être tomber sur votre question déjà. Voilà. Ce que je vais demander, c'est que par rapport à tout ça, quelles sont les actions qui sont menées concrètement pour tous ces points que je viens d'évoquer pour amener quand même à ce que la promotion de l'investissement puisse être optimale, en dépit de ces pesanteurs. Ce sont les pesanteurs que je viens de citer. C'est ma première question. Madame le ministre. Voilà. Bon. Lorsque je parlais d'investissement direct étranger, en termes d'attractivité, ça ne veut pas dire que sur le plan local, on n'encourage pas l'investissement. Les réformes que nous mettons en œuvre, ou les réformes sur lesquelles nous travaillons, facilitent l'investissement autant sur le plan international que sur le plan local. Je vais juste prendre l'exemple du Doing Business. On a dit Doing Business, qu'est-ce que c'est? C'est faciliter les procédures administratives aux opérateurs économiques. Ça concerne les opérateurs économiques aussi bien qu'ils soient à l'étranger ou sur le plan national. Ce sont des outils sur lesquels nous travaillons pour avoir un environnement réglementaire qui soit facile pour l'investissement. Ça, c'est déjà une chose, le climat des affaires. Je parlais du Haut Conseil pour l'investissement. Dans le cadre du plan d'accélération de la transformation de l'économie, nous sommes dans la relance de ce Haut Conseil pour l'investissement qui a identifié un certain nombre d'axes de réforme. Parmi ces axes de réforme, il y a un axe qui concerne la réforme du cadre de l'emploi et de la formation professionnelle, parce qu'effectivement, un investisseur, il a besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, et c'est pour ça qu'il avait été décidé, lors de ce Haut Conseil pour l'investissement, de travailler sur la réforme de ce cadre. Et aujourd'hui, on voit des résultats par rapport à cette réforme. On a vu l'école des mines de Mwanda, on a vu l'Institut du pétrole du gaz, maintenant les centres d'opération professionnelle de Coq. Oui. Ça, ce sont des réformes qui sont nées avec cette rencontre du secteur public, du secteur privé. Ensemble, on a regardé qu'est-ce qui peut motiver à avoir une main-d'œuvre qualifiée. Mais une main-d'œuvre qualifiée va servir aussi bien un investisseur étranger qu'un investisseur local. Donc, ça, pareil pour le Haut Conseil pour l'investissement, il y a beaucoup d'axes. Il y a notamment la rationalisation et l'optimisation de la fiscalité, de la parafiscalité. Il y a un volet sur l'accompagnement des investisseurs. Il y a un volet sur le cadre de l'investissement et la compétitivité des filières. Donc, nous ne travaillons pas à améliorer notre climat des affaires pour favoriser l'investissement international, mais pour favoriser l'investissement aussi bien local qu'international. Donc, ce sont ces outils. Plus ils sont implémentés, plus ça permet à un Gabonais d'entreprendre. Lorsqu'on a donné les chiffres de 7146 entreprises créées, je disais que plus de 60% ce sont des Gabonais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette politique de l'auto-emploi fonctionne. On voit de plus en plus de Gabonais d'aller dans l'auto-emploi, c'est-à-dire entreprendre. Et quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui crée de la richesse et qui a besoin à un moment donné d'employés. Oui. Et ces Gabonais, ils sont au Gabon. Donc, c'est pour dire que nous, au niveau du ministère de la promotion d'investissement, c'est de travailler sur des outils qui facilitent et qui sécurisent. Dans le cadre du Doing Business, on a une réforme qui est très importante, celle des tribunaux de commerce. Les petits investisseurs, qui sont souvent des Gabonais, des investisseurs locaux, avant, lorsque vous aviez un litige, vous vous retrouviez à être pris comme tous les autres justiciables, avec des procédures qui parfois pouvaient durer plusieurs années, avec tout le nombre de renvois possibles et tous les coûts que ça pouvait engendrer. Aujourd'hui, avec cette réforme des tribunaux de commerce et une loi sur les petits litiges, les délais ont été fortement encadrés. Pour les petits litiges, moins de 5 millions, par exemple, c'est 3 mois maximum avec une prorogation d'1 mois. Donc, les délais sont contrôlés, les montants sont contrôlés, ça sécurise l'investisseur, il peut continuer son activité, continuer à employer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce sont des outils sur lesquels nous travaillons pour favoriser l'investissement,
pour aider à créer l'entreprise. Maintenant, effectivement, une fois que l'entreprise est créée, il faut encore l'aider à grandir, à se structurer. Il faut le suivi, et là, comme vous oui. dites, est-ce qu'il y a réellement des procédures d'accompagnement pour nous entrepreneurs? Nous sommes conscients que dans l'écosystème entrepreneurial, l'accompagnement joue un rôle central. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, un certain nombre de politiques publiques ont été mises en place pour encourager et encadrer l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons une loi d'orientation des PME. On a un cadre qui est en train de se mettre en place avec l'éclosion des incubateurs. C'était des termes qu'on ne connaissait pas avant, mais aujourd'hui, c'est devenu maintenant quelque chose qu'on connaît. C'est pour aider et accompagner les entrepreneurs. Nous avons l'ONU Entreprendre avec des programmes PRODES, le Conseil national de plan d'affaires, etc., qui ont vu émerger et pousser des Gabonais à entreprendre. Donc, ces structures d'accompagnement, que ce soit venant entreprendre, que ce soit les incubateurs, au niveau de l'ANPI aussi, on a ces programmes. Et pas que sur le volet technique, sur le volet financier, il y a effectivement ce besoin de financement pour les opérateurs économiques. Nous en sommes conscients. Nous travaillons sur ce cadre. Qu'est-ce qui se fait concrètement pour peut-être illustrer? Eh bien, nous travaillons avec des banques pour essayer de faciliter le crédit. Oui, avec des banques commerciales. Avec des banques souvent commerciales. Très frileuses, effectivement, parce qu'elles demandent souvent des garanties. Et puis, en général, les entreprises, les PME, PMI ne peuvent pas les... Et ça décourage, oui. Et ça décourage. Nous, c'est des problématiques que nous vivons tout le temps. Mais moi, j'ai l'impression que malgré la volonté du gouvernement de régler ces questions-là, je communique, ça fait quand même plus de 10 ans que ça dure, 20 ans, même 30 ans. D'ailleurs, notre charte d'investissement date de 98. Je crois que c'est la loi 15-98. Donc ça fait à peu près 23 ans que cela existe. Aujourd'hui, on parle du code de conduite, du code d'investissement qui aurait dû sortir en juin 2021. Alors, il faut bien se poser la question, pourquoi malgré toute la volonté du gouvernement, pourquoi malgré tout ce qui se fait, on n'arrive pas effectivement à avoir des Gabonais investisseurs à un certain niveau de projet. Oui, à l'exemple du Cameroun, du Nigeria, Madame le ministre. Pourquoi on n'a pas dans notre pays des Aliko Dangote? Pourquoi on n'a pas des Tony Lumelo? Est-ce que vous pensez que ces gens-là se sont fait d'eux-mêmes? Leur pays, je pense que Aliko Dangote, il doit beaucoup au fait qu'à un moment donné, le président Olusegun Obasanjo a décidé de faire des hommes d'affaires nigérians en leur réservant l'exploitation onshore du pétrole. En disant que pour ce qui est de l'exploitation offshore, ce sera donné aux étrangers. Madame le ministre va peut-être répondre à la question. Malgré tous les efforts du gouvernement. Oui. Eh bien, personnellement, je pense que c'est un écosystème aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes dans l'optique de développer des outils, des produits pour travailler à avoir des champions nationaux qui soient capables de rivaliser avec les grandes firmes à l'international. Et je disais tantôt, c'est un écosystème qu'il faut mettre en place. Il faut pouvoir agir en amont comme en aval. Aujourd'hui, on a suscité un engouement pour l'auto-emploi. Je l'ai dit, on voit de plus en plus de Gabonais qui entreprennent. Et ça, c'est déjà le premier pas, parce que avant, ce n'était pas le cas. On voyait plus la fonction publique ou certains secteurs qui étaient prisés. Donc, il a fallu mettre en place toute une politique publique d'abord pour changer de paradigme, pour commencer à encourager les Gabonais dans ce sens. Et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est de travailler à structurer. Je disais tantôt que l'entrepreneur doit être accompagné pour grandir. Donc, les structures d'accompagnement, il faut les mettre en place. On parle des incubateurs, on parlait de ONU Entreprendre, etc. C'est un écosystème qui permet déjà de voir émerger des entrepreneurs. Ensuite, juste pour terminer mon raisonnement, ensuite, il y a le volet financier. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, il y a un besoin de capital. Il y a déjà des conventions que les ministères passent avec les banques, au niveau du ministère des PME, des conventions avec les banques. Justement, pourquoi ces conventions? C'est parce qu'on sait que les taux de crédit de ces banques commerciales font que c'est assez difficile pour l'entrepreneur. Et c'est pour ça que ces conventions sont faites. Au niveau de l'ANPI, je peux prendre le cas avec Cofina. Il y a une convention qui a été signée et Cofina a publié ses chiffres. Elle a pu octroyer plus de 80 millions au premier semestre aux PME parce que tout simplement, avec l'ANPI, on a accompagné ces entrepreneurs. Parce que vous pouvez avoir une idée de projet, mais si derrière votre projet n'est pas viable, n'est pas montable, n'est pas viable, autant pour moi,
vous n'aurez pas ces financements. Donc ça, c'est déjà un gros effort qui est fait. Il y a des banques de plus en plus, grâce à ce travail que l'État fait avec les banques, de faciliter l'accès au crédit. Ensuite, on a des véhicules étatiques qui sont en cours d'implémentation au niveau du Fonds gabonais d'investissement stratégique. On connaît Okume Capital qui aujourd'hui est dans une refonte pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs, donc qui travaillent aussi à produire, on va dire, à pouvoir donner du financement et encadrer. Donc ça, c'est une politique publique. Il faut le temps de mettre en œuvre ces politiques publiques. Mais in fine, lorsque vous agissez en amont et en aval sur un entrepreneur, forcément, il aura plus de chances de grandir, il aura plus d'accès au crédit et on pourra avoir ces champions nationaux. Je sais qu'on a beaucoup d'entrepreneurs gabonais qui ont réussi. Je pense à Ndossi, je pense à... Je ne crois pas que le problème, à mon avis, ce soit de dire qu'on n'a pas des champions nationaux. Aujourd'hui, c'est plutôt d'expliquer qu'est-ce que nous faisons pour que ces champions nationaux émergent et qu'ils soient compétitifs. Parce que l'objet aujourd'hui, on est dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, il faut que nos PME soient compétitives. Il faut qu'elles puissent répondre au marché à l'international. Donc ça, nous sommes tout à fait conscients de cela. Et c'est pour cela que nous travaillons en amont à aider les Gabonais à s'intéresser à la PME, à l'auto-emploi et à mettre un écosystème pour les accompagner pour qu'elles soient viables et surtout qu'elles résistent. Est-ce que surtout cet écosystème est adapté? Moi, à mon avis, il n'est pas du tout adapté, Madame la ministre. Parce que aujourd'hui, l'État gabonais a signé plein de conventions avec l'OMC, avec l'OADA, avec... Ce sont en fait des outils institutionnels internationaux qui permettent le libéralisme, d'ouvrir les marchés, de faire en sorte que le pays soit ouvert donc, à toutes les possibilités économiques dans l'extérieur. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui est fait pour que face à ces concurrents qui viennent, qui sont des concurrents qui sont assez outillés, qui sont des concurrents qui sont assez performants, qu'est-ce qui est fait pour que les opérateurs économiques gabonais eux-mêmes puissent avoir, je dirais, la possibilité de concurrencer avec eux, de compétir avec eux? En fait, les traités que le Gabon signe, qui permet à ce que les gens viennent ici, fait en sorte qu'on se retrouve avec des Gabonais qui sont des poids plumes et des étrangers qui sont des poids lourds. Et rien n'est fait pour essayer de contrebalancer cela. Je pense qu'il faut très sincèrement que le gouvernement mette en place une politique vraiment qui fasse en sorte de favoriser. Ce serait laquelle, M. Ngomo, à votre avis? Écoutez, on a des exemples. Par exemple, vous avez aujourd'hui les hommes d'affaires camerounais qu'on cite et qu'on voit qu'ils font des choses. Vous savez comment ça a commencé au départ? Mais le gouvernement camerounais, justement, dans le cadre du même esprit que vous avez de créer les capitaines d'industrie, a réellement financé ces gens-là. Bien entendu, sur 10 qui ont été financés, il y a 4 qui ont réussi. Aujourd'hui, ce sont ces 4 qui font aujourd'hui, on va dire, la fierté du Cameroun. Donc pour vous, c'est au niveau du financement, l'accompagnement, mais plus au niveau financier, Madame le ministre, qui pourrait faire en sorte que le Gabon ait des milliardaires comme nos voisins au Cameroun. Ça peut aller au-delà. Oui. Il faut pouvoir, on va dire, carrément bloquer des filières qu'il faut donner d'abord à les Gabonais. Vous voyez comme Madame le ministre que notre pays, sur le plan alimentaire, n'est pas... On va te donner la parole à Madame le ministre. Madame le ministre, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions-là? Est-ce que vous avez envisagé ces solutions, Madame le ministre? Alors, je vais peut-être répondre comme j'ai compris, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la task force sur la promotion des investissements, nous travaillons sur une stratégie de substitution des importations qui vise à encourager la transformation locale des produits que nous importons le plus, donc la filière alimentaire, les matériaux de construction. Oui. Donc l'objectif pour nous, c'est de se dire, nous avons vu avec la Covid-19 combien nous étions dépendants des chaînes d'approvisionnement à l'étranger et la nécessité de renforcer, de produire localement ce que nous mangeons et ce que nous construisons, de pouvoir faire les matériaux de construction. Cette stratégie de substitution des importations appelle le secteur privé à se mobiliser, parce que ça nous emmène, si on prend la filière alimentaire, vous étiez en train de parler, le secteur agricole, ça va nous emmener donc à créer des coopératives par des Gabonais, à pouvoir transformer les produits et les exporter. Aujourd'hui, on a le cadre des zones agricoles à forte productivité, donc le foncier est déjà réservé, et la démarche aujourd'hui, c'est de dire aux Gabonais, eh bien, venez investir dans l'agriculture,
venez être ces producteurs, ces transformateurs. Mais en même temps, quand on dit ça, l'idée derrière, c'est de structurer toute la filière. Ce sont pour nous des opportunités. Et en même temps qu'on dit ça, ce n'est pas juste de dire aux entrepreneurs ou aux agriculteurs de venir. Il y a tout un écosystème qui est fait pour les accompagner, pour les former, etc. Donc, à mon avis, la logique aujourd'hui, c'est de dire nous devons nous industrialiser. Si on veut créer de la richesse, on veut créer des emplois. Nous devons transformer, nous devons utiliser nos matières premières, nos matériaux locaux pour pouvoir promouvoir notre pays. Mais nous avons tout un tas d'opérateurs économiques locaux, dont de Gabonais, qui sont déjà là, qui sont déjà dans les affaires. Il y a beaucoup d'hommes gabonais qui sont dans les affaires, ils sont connus. Donc, c'est les encourager à saisir ces opportunités, ces niches, pour pouvoir justement, avec les politiques publiques que l'État met en œuvre, la disponibilité du foncier, les programmes d'accompagnement, la facilité de crédit, pour pouvoir devenir compétitif. Donc, je pense que la vision ici, c'est, je crois qu'on a dit au début de l'émission, 70% de l'investissement, c'est du réinvestissement. Exactement. Ces personnes qui sont déjà là. Donc, nous voulons aussi encourager les hommes d'affaires gabonais à pouvoir saisir aussi ces opportunités d'investir dans ces filières porteuses aujourd'hui que le pays est en train de développer. Monsieur Ngomo, oui. Mais si vous les mettez, ces opérateurs gabonais que vous voulez encourager, si vous ne favorisez pas, parce que ça, effectivement, la Banque mondiale vous interdit de favoriser les opérateurs économiques par rapport à d'autres. On a quand même le Code des marchés publics qui permet justement de réserver 30%. Il y a quand même dans nos politiques publiques la préférence nationale. Oui, la préférence nationale, mais... On a au niveau de la zone économique aussi un espace dédié pour la PME locale. Donc on a quand même des politiques qui favorisent. Alors, de manière très concrète, qu'est-ce qui empêcherait l'État, par exemple, de prendre quelques milliards, de le bloquer dans certains banques et de dire, écoutez, ces milliards vont servir à garantir les crédits que les opérateurs économiques qu'on vous aura envoyés devront prendre, qui leur permet de financer leur activité. Pourquoi à chaque fois, effectivement, entre le discours du gouvernement que vous tenez et les réalités, il y a souvent un gap. Lorsqu'on va... Qu'est-ce qui montre que le gouvernement, notre pays, vraiment nous appuie? Mis à part le fait qu'on fasse des réformes sur le code des affaires, mis à part qu'on mette en place des réglementations, des lois. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que concrètement nous soyons appuyés quand nous sommes en passe d'avoir un projet intéressant et rentable et que la garantie qu'il nous demande est tellement élevée qu'on ne peut pas y arriver? Est-ce que l'État ne peut pas effectivement garantir les crédits que les opérateurs économiques gabonais pourraient aller chercher? Madame la ministre va répondre. On y va à la fin. Oui, Madame la ministre. La réponse à la question de M. Ngomo. C'est peut-être une réponse plus ou moins globale. C'est de dire qu'aujourd'hui, la démarche du gouvernement, c'est de pouvoir accompagner les entrepreneurs au travers un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, beaucoup de ministères sont mobilisés pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager la PME. Je parlais de l'ONE, je parlais de l'ANPI ou encore du ministère des PME. Je parlais du Fonds gabonais d'investissement stratégique au travers de Koumé Capital, qui, comme je le disais, travaille justement sur un certain nombre de produits comme la Fabrique des Champions ou une société de garantie qui va justement pouvoir donner des lignes de financement aux banques pour leur permettre de faciliter l'accès au crédit. Le ministère de l'Agriculture aussi qui accompagne les agriculteurs. Je peux dire que le gouvernement est vraiment mobilisé à mettre en œuvre des outils. Ce sont ces outils-là, tels que je viens de les citer, entre autres, qui ont pour objectif, avec l'adhésion de l'opérateur aussi gabonais, parce que l'État ne va pas tout faire. L'État va développer des politiques publiques pour faciliter, des outils pour aider. Après, il y a l'effort aussi de l'opérateur économique, il y a aussi... Donc, c'est un peu l'ensemble de tout ça, à mon avis, qui va aujourd'hui permettre d'arriver à avoir ces PME gabonaises compétitives qui vont pouvoir être des champions nationaux au sens de rivaliser avec des entreprises étrangères à l'international. Madame la ministre, est-ce qu'aujourd'hui vous suivez un certain nombre d'entreprises auxquelles vous avez mis vos espoirs et qui pourraient produire des milliardaires gabonais, Madame la ministre? Il y a énormément de structures qui sont suivies dans l'ensemble de ces programmes et nous sommes toujours à l'écoute, nous les suivons. Beaucoup ont réussi à émerger et à créer de l'emploi et nous espérons, et nous sommes d'ailleurs persuadés que
nous sommes en réalité en train de développer un tissu économique de PME qui sont en train, gabonaises, qui sont en train de monter en compétitivité. Donc, nous sommes tout à fait confiants pour l'avenir sur ce sujet. Nous sommes arrivés. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile à un moment donné, rapidement, nous sommes arrivés au terme. Oui, rapidement, de rendre exclusive une filière économique seulement aux Gabonais? Est-ce que ce n'est pas possible de faire quelque chose comme ça? Ce que je peux dire, c'est que nous avons mis en place le Haut Conseil pour l'investissement, qui est une plateforme, justement, de dialogue public-privé. Oui. Et donc, je ne peux que vous inviter à peut-être poursuivre ces échanges dans le cadre de cette plateforme dédiée qui a justement pour objectif de discuter ensemble des réformes qui peuvent être favorables ou pas pour notre environnement des affaires. Vous avez une task force sur le cadre des affaires. Je vous donne 30 secondes pour conclure, pour résumer votre passage face à vous et passer un message à vos compatriotes, afin qu'ils espèrent. Mais déjà, je vous remercie de m'avoir invité et pour la qualité de ces échanges fort enrichissants et qui, je suis sûre, permettront de renforcer les actions de mon département ministériel. Mon message s'adresse au secteur privé. Depuis 2017, donc, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a initié le dialogue public-privé avec pour objectif d'identifier ensemble les réformes nécessaires pour améliorer notre environnement des affaires. Aujourd'hui, nous avons relancé ce dialogue et donc j'invite le secteur privé à s'impliquer massivement et avec notre stratégie de substitution des importations, de pouvoir investir sur ces filières porteuses de croissance, porteuses de richesse et d'emploi. Je vous remercie. Merci Madame le Ministre, merci Monsieur Thierry Ngomo, directeur général du cabinet Archipro International, bureau d'études d'architecture et ingénierie bâtiment, vice-président de l'organisation patronale gabonaise et ancien président de l'Ordre gabonais des architectes. C'est la fin de ce numéro de Face à vous. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On va se retrouver prochainement. Portez-vous bien entre-temps.